Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mon rêve, quand j'étais petite, c'était d'intégrer le GIGN. Pourquoi? Pour défendre la nation. Alors, il y a eu quelques accidents de parcours. J'ai fait un master en banque finance et j'ai quand même travaillé pour un gendarme, le gendarme boursier, le gendarme des marchés financiers, l'AMF. Alors, quel rapport avec mon rêve initial? Eh bien, défendre. Je voulais défendre la nation. Finalement, j'ai défendu les investisseurs. Ensuite, j'ai défendu les marchés financiers, quand j'ai intégré le lobby des marchés financiers, la MAFI. J'ai défendu l'innovation, quand j'ai intégré Consensus, puis quand j'ai cofondé l'ADAN, en 2020, l'association des professionnels du Web3, dont j'ai été la PDG. Et effectivement, je suis partie de l'ADAN il y a quelques semaines, et aujourd'hui, je me consacre pleinement à être advisor et à accompagner en stratégie et en affaires publiques des projets innovants et ambitieux, et je continue ainsi à porter ma conviction profonde. Ma conviction profonde, quelle est-elle? Eh bien que le monde de demain va être construit grâce à des nouveaux acteurs, grâce à des nouvelles technologies et grâce à une nouvelle vision. Libérée des carcans, libérée des œillères et libérée des pensées limitantes que l'on acquiert lorsque l'on reste trop longtemps dans un milieu ou trop longtemps avec les mêmes personnes. Alors la nouveauté, et d'aucuns diront l'inconnu et les plus réfractaires diront même l'intangible, la nouveauté est clivante. L'innovation attire autant qu'elle effraie. Elle suscite l'adhésion, elle suscite le scepticisme, voire même le rejet. En bref, l'innovation, tout le monde se sent concerné. Est-ce que c'est une bonne chose? Eh bien, comme je vais vous l'expliquer, pas forcément. L'innovation, en fait, c'est une page blanche dont tout le monde peut se saisir pour écrire dessus, que ce soit pour construire et pour réglementer. Et ce que j'ai pu voir à travers mes expériences, c'est que quand il s'agit de construire, eh bien, ce sont effectivement les plus jeunes entrepreneurs, ce sont les startups qui vont comprendre et qui vont souhaiter explorer les opportunités des nouvelles technologies. Et si je prends le Web3 que je connais le mieux, par exemple, pour construire une nouvelle finance qui va être plus sûre, qui va être plus robuste, plus transparente, plus efficace et à la fin moins chère, pour favoriser le financement de la transition écologique, pour construire la finance sur des bases décentralisées, sans tiers de confiance, pour revoir les process de gouvernance. Voilà quelques exemples de toutes les révolutions qui sont en train de se passer dans le Web3. Et comme je le disais, ce sont les jeunes acteurs les plus agiles et souvent plus ambitieux que les acteurs traditionnels qui vont aujourd'hui être les leaders de cette innovation. Mais construire sans s'intéresser à l'environnement dans lequel on évolue, eh bien c'est comme bâtir un immeuble sans savoir sur quel sol on va fonder ses fondations. Et donc c'est une mauvaise idée. L'innovation précède la réglementation. C'est-à-dire que, sauf dans de rares cas, je pense au marché financier tokenisé par exemple, il faut écrire cette réglementation lorsque l'innovation arrive. Et pour ceux qui l'ont expérimenté, vous le savez, la réglementation a horreur du vide. Alors ne vous attendez jamais à rester très longtemps en dehors du radar des régulateurs. Donc il faut écrire cette réglementation, et lorsqu'elle est en place, eh bien, pour autant, elle n'est pas gravée dans le marbre. Et aujourd'hui, c'est plutôt perçu comme quelque chose de négatif, comme une mauvaise chose. Parce que oui, ça veut dire de l'instabilité réglementaire avec laquelle eh bien, il faut composer. Et là, je compatis notamment avec les acteurs de marché français, des cryptoactifs. La réglementation, pour eux, elle a été mise en place en 2019 et elle s'est renforcée quasiment tous les ans depuis. Alors oui, ça peut être une mauvaise chose que cette réglementation soit mouvante. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que ça peut surtout être une aubaine. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les entreprises, que ce soit les jeunes startups ou les grands groupes, ont leur mot à dire quant aux mesures de politique publique ou à la réglementation. Et ce mot, il faut le dire. Et donc c'est une aubaine. Mais ce que je constate, c'est que cette aubaine, aujourd'hui, encore très peu dans les jeunes acteurs en ont conscience, s'en saisissent. Et c'est un constat que je dresse après près de 8 ans dans le Web3 et près de 10 ans dans le monde de la négociation et du lobbying. Alors, je souhaiterais m'arrêter sur ce mot, lobbying, parce que ce n'est pas un gros mot. Le lobbying, qu'est-ce que c'est? C'est la représentation d'intérêts. Il y a des lobbies pro-armes et des lobbies anti-armes. Il y a des lobbies pour toutes les professions, les banques, les marchés, les agriculteurs, les jeux vidéo, les professionnels du Web3. Il y a des lobbies idéologiques, pro-innovation, anti-innovation. Donc le lobbying, en fait,
C'est un outil précieux, et surtout c'est un outil à la main de tous. Car qui mieux que vous peut faire valoir vos intérêts? Personne. Personne ne vous défendra mieux que vous-même. Alors pourquoi n'est-ce pas une priorité de vous défendre? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui des acteurs pour qui tout est jouable parce que la réglementation n'existe pas, ou comme je l'ai dit, parce qu'elle peut être changée, pourquoi ils sont devant cette page blanche et qu'ils ne prennent pas le stylo? Et ils laissent d'autres personnes prendre le stylo, leurs compétiteurs, ou pire, les détracteurs de l'innovation. Pourquoi? Alors que les exemples le montrent. J'ai pu être PDG d'une association professionnelle pendant plusieurs années, et je suis fière des combats que nous avons pu mener et que nous avons pu gagner. Alors je pense par exemple quand nous avons empêché que la réglementation européenne arrive en avance en France, ce qui aurait atteint la compétitivité des marchés crypto français. Je pense aussi à la fois où nous avons évité l'interdiction, que les professionnels du Web3 n'aient pas l'autorisation d'utiliser l'influence comme un canal de communication et de promotion de leur activité. Je pense aussi quand en Europe nous avons empêché l'interdiction de Bitcoin et de la finance décentralisée. Alors vous avez entendu éviter, empêcher, beaucoup de réactions. Car oui, je le regrette, les acteurs n'ont pas été assez proactifs. Or, en matière de politique publique, en matière de réglementation, il faut aller au front, il faut être en amont de cette réglementation. Et c'est ce que j'appellerais, à partir de là, le lobbying préventif. Alors oui, si je prends le Web3, vous avez quand même des acteurs qui ont mieux compris l'intérêt de se défendre, et je pense aux 200 membres de l'association, de la DAN, qui aujourd'hui sont représentés et sont fédérés à travers cette association. Et oui, je connais les contraintes des startups. Je connais les contraintes en matière de ressources financières et humaines. Je connais tout cela. Mais si j'en reviens, adhérer à une association pour vous représenter, c'est indispensable. Mais c'est insuffisant. Et ces ressources que vous pensez économiser en ne les mettant pas dans les affaires publiques, c'est ce que vous allez payer cher demain. Car le lobbying sert le business. Car le lobbying, si ce n'est pas vous qui le faites, c'est les autres qui le feront pour vous. Aucun business sérieux et ambitieux ne peut se contenter d'être représenté par une association professionnelle sans avoir des ressources à y consacrer et sans participer activement à ces actions et simplement prendre de l'information. Aucun business sérieux et ambitieux ne peut se contenter d'un lobbying réactif, une fois que les pouvoirs publics ont légiféré, ont décidé, une fois que les détracteurs ont savonné la planche de nos activités. Alors, je ne souhaite pas dresser un portrait manichéen, où d'un côté, il y a les méchants, les régulateurs, les banques, et de l'autre, les gentils entrepreneurs. Il faut remettre les choses à leur place, chacun a son mandat. Le régulateur financier va vouloir protéger l'investisseur, lutter contre la criminalité financière, lutter contre les abus de marché. Alors que l'entrepreneur, il va chercher sa croissance, il va vouloir créer des emplois, il va vouloir explorer l'innovation. Donc chacun a son objectif. Et les pouvoirs publics qui légifèrent et qui décident ne sont pas des experts des sujets et de l'ensemble des sujets dont ils vont se saisir. Et c'est pour ça qu'ils sont demandeurs de parler, d'avoir le retour d'expérience et d'explorer avec les premiers concernés. Et les premiers concernés, eh bien c'est vous. Et si ce n'est pas vous, cette place qui est laissée, elle sera prise par d'autres personnes, vos compétiteurs et vos détracteurs. Alors le lobbying préventif, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est anticiper et c'est maîtriser sa trajectoire, c'est-à-dire construire votre réseau de relations institutionnelles, former à vos sujets et à vos enjeux les pouvoirs publics, porter vos idées, vos messages, vos positions et vous imposer comme un interlocuteur ou une interlocutrice incontournable. Le lobbying préventif, pourquoi faire? Eh bien pour éviter qu'on le fasse à votre place, qu'on désinforme sur vos sujets, qu'on propose des idées qui ne vous conviennent pas, des réglementations qui vous sont défavorables parce qu'elles sont disproportionnées ou qu'elles sont inadaptées. Alors le lobbying préventif, comment faire? Eh bien pour faire du lobbying, c'est très simple, il faut des lobbyistes. Il faut des personnes qualifiées, des ressources dédiées, qui vont à la fois défendre directement vos intérêts auprès des pouvoirs publics, vos intérêts spécifiques, et qui vont aussi activement participer au positionnement industriel au sein de l'association dont vous allez être adhérent. Et j'en profite parce que stop à l'amalgame, le legal, la conformité, les affaires publiques, ce sont des métiers différents avec des compétences différentes.
pour des finalités différentes. Faites du lobbying préventif. Et je conclurai ainsi en m'adressant à l'ensemble de la tech, à l'ensemble des entrepreneurs, ceux d'aujourd'hui et ceux de demain. Ne laissez pas l'histoire s'écrire sans vous, parce qu'elle s'écrira contre vous. Je vous remercie.